Nous passons donc maintenant à la boîte à outils des pistes qui, pour rappel, peut être masquée ou affichée via cette petite icône de flèche. Alors le premier bouton ne sert à rien, il vous sert juste à vous renseigner que c'est la boîte à outils des pistes. Si d'aventure ce bouton vous semblait inutile, vous pouvez le supprimer. Premier bouton donc, le bouton d'insertion de pistes, donc, qui est le même en réalité que celui-ci. Donc si je clique ici, voilà, vous voyez que j'ai créé une piste vide, totalement simple, avec quand même par défaut, voilà, la première entrée disponible au niveau audio. Track Recording Settings, eh bien, ça vous permet d'agir sur certains paramètres enregistrés sur cette piste, notamment pour une piste. Donc si vous enregistrez du MIDI sur cette piste, vous avez la possibilité de quantiser à une valeur ciblée la position des notes. Vous pouvez également quantiser les notes off et vous avez donc la possibilité de choisir la force avec laquelle cette quantisation va se réaliser. Vous avez la possibilité également de choisir spécialement pour cette piste un autre format d'enregistrement, un autre format également au niveau de quantité de bits, et éventuellement de choisir un dossier d'enregistrement secondaire ou également d'enregistrer dans 2 dossiers simultanés. Les primary et secondary record paths se retrouvent dans votre project settings ici et pour le secondaire ici. Duplication de pistes, voilà, je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer ce que ça fait. Make folder, donc pour les non-utilisateurs de Reaper, eh bien il est possible dans Reaper de créer ce qu'on appelle des pistes folders. Je vous démontre ici, donc je sélectionne toutes mes pistes de batterie, je clique sur Make Folder et j'ai donc maintenant mes pistes qui sont incluses dans une piste dossier que je peux renommer par exemple Drums. Vous constatez que cette piste dossier permet d'abord visuellement de pouvoir ranger mes pistes comme ceci et également dans le mixeur. Ici, je peux cacher toutes mes pistes batterie présentes dans ce dossier et les rouvrir comme ceci. Et alors, il faut bien comprendre au niveau du routing que ces 3 pistes ont donc un nouveau master. Leur signal est donc envoyé dans leurs parents avant d'être envoyé par le master. Ce qui implique que si je réduis le volume de ce fader, je réduis le volume de la sommation de ces 3 pistes. Et si j'applique un effet ici sur la piste, eh bien l'effet va être appliqué sur la sommation de ces 3 pistes. Et donc nous avons une espèce de sous-groupe spécialement prévu pour ces 3 pistes. Il est à noter également, et ça même certains utilisateurs avancés de Reaper ont tendance à l'oublier, eh bien les folders fonctionnent bien entendu sur les pistes MIDI. Exemple ici, donc j'ai le routing le plus simple envisageable. J'ai donc un item MIDI avec un instrument virtuel sur cette piste. Eh bien, je pourrais très bien déplacer cet instrument, cet item MIDI sur une autre piste et rentrer ma piste dans le folder qui contient l'instrument virtuel. Ce faisant, le fonctionnement reste pareil. Donc les notes MIDI sont donc envoyées au travers de tous les parents. Si, imaginons que voilà, je dupliquais mon item MIDI, je vais transposer celui-ci, par exemple, d'une octave, voilà qui est fait. Eh bien, si mes 2 pistes MIDI ici, donc mes 2 pistes contenant des items MIDI sont rangées dans une piste maître, une piste mère en tout cas, contenant un instrument virtuel, eh bien les 2 items ici vont alimenter la piste mère. Voilà donc pour les pistes folder.
Il est à noter qu'il y a d'autres façons de créer des folders dans Reaper. Vous pouvez utiliser ce bouton ici pour englober les pistes qui sont en dessous de cette piste et utiliser le même bouton pour démanteler un folder. Ou sinon, vous pouvez tout simplement sélectionner les pistes que vous le souhaitez et les glisser ici. Vous voyez que la barre bleue vous indique à un certain moment, elle se décale vers la droite, elle vous indique donc que les pistes vont être englobées dans le folder et vous avez donc voilà la piste qui est maintenant créée. Remove tracks. Freeze, eh bien que fait le freeze? Imaginons que j'ai une chaîne de son ici relativement complexe, composée de gros instruments virtuels avec peut-être des plugins d'effets qui mettraient mon processeur et ma RAM à rude épreuve. Eh bien il est possible dans Reaper donc de geler des pistes via ce bouton. Constatez alors que ma piste se transforme en données audio, mon instrument virtuel n'est plus présent sur la piste, alors je peux bien sûr continuer à utiliser des effets, comme si je l'utilisais sur un mixage audio. Voilà. Donc ma piste MIDI a été bouncée, exportée en place, et donc à utiliser les données en provenance de l'instrument virtuel et des éventuels plugins derrière pour générer du son, un fichier audio. Et donc maintenant, j'ai exactement la même chose qu'avec l'instrument virtuel, si ce n'est que l'instrument virtuel a disparu de ma chaîne d'effets et mon CPU, donc mon processeur, ne supporte plus cette charge. Si d'aventure, eh bien, vous vouliez revenir en arrière, eh bien, vous recliquez sur le bouton Freeze et vous vous retrouvez alors avec l'équivalent. Bien sûr, l'EQ que j'ai ajouté après le freeze n'est bien sûr pas éliminé, elle se remet à la suite de la chaîne d'effets existante et vous constatez donc que je récupère mes données MIDI. Voilà pour le freeze. Snapshot d'une piste, eh bien je vais le montrer par exemple avec la piste de basse. Je vais mettre par exemple une EQ et un compresseur. Alors imaginons que dans mon mix, j'ai peut-être envie de mixer ma basse comme ceci, avec une compression qui ressemblerait... N'essayez pas de recopier ce que je fais, c'est totalement du hasard ici. Voilà, une compression qui serait de cet ordre, par exemple. Voilà. Et je me dis que peut-être il est possible que j'ai une deuxième possibilité de mixage pour ma basse. Et donc ce que je peux réaliser, c'est sélectionner ma piste de basse, créer un snapshot qui s'ajoute ici. Vous constatez que si je sélectionne une autre piste, il n'y a pas de snapshot. Donc voilà, j'ai le snapshot de la piste de basse. Et puis j'ai envie d'essayer une deuxième version de mon mix, peut-être avec le compresseur réglé différemment, l'EQ réglé différemment, le volume de la piste également, peut-être la panne légèrement, même si sur une basse c'est moins indiqué, mais bon, voilà. Et je crée alors un autre snapshot de cette même piste et j'ai donc maintenant la possibilité de passer d'un snapshot à l'autre. Vous constatez que l'état de la piste change en temps réel au fur et à mesure de mes doubles clics. Bouton suivant, c'est le lock. C'est excessivement simple. Si je fais ceci, les paramètres de ma piste ne sont plus accessibles. Et je peux bien sûr la déloquer avec le même bouton. La time base. Alors nous allons prendre un petit peu de temps là-dessus parce que c'est un concept assez particulier, pas forcément propre à Reaper, mais en tout cas de la façon dont il est géré, c'est un peu le cas. Donc qu'est-ce que la time base? Je rappelle que ici, dans mes project settings, la time base pour les items, les enveloppes et les marqueurs a été placée en time, ce qui implique que ici, vous constatez que mes données audio sont calées plus ou moins à la grille musicale, donc la chanson a été enregistrée à 86 BPM. Or, si pour x ou y raison, j'ai envie de changer le tempo de cette session, on constate que la vitesse à laquelle est jouée la chanson reste fidèle à l'enregistrement, donc le tempo des fichiers ici restent à leur vitesse normale, malgré mon changement de tempo. Or, ici, par contre, mes données MIDI, elles, ont
été synchronisé à la grille parce que c'est propre au MIDI. Voilà, le MIDI se synchronise toujours à un tempo. Il a besoin d'un tempo de référence pour se synchroniser. Donc ça, c'est le fonctionnement de la time base time. Si je passe la time base en beat, position, length, rate et que je réalise la même opération, vous constatez alors que ici, le rate, donc la vitesse de lecture des items, ont été modifiés. Et donc mes changements de tempo impactent donc mes données audio également. Ici, si je ralentis encore un petit peu la lecture, vous constatez donc que mon audio a réagi exactement comme un item MIDI en asservissant sa vitesse de lecture au changement de tempo de la session. Alors, personnellement, je préfère travailler avec la time base pour les items, les enveloppes et les marqueurs laissés sur time. Parce que je trouve que c'est plus logique que l'audio garde toujours sa vitesse malgré les manipulations du grid. Or, il est possible de les changer par piste, en tout cas concernant les pistes audio. Petite parenthèse ici, il est possible d'asservir également les items MIDI à un tempo et que ceux-ci ne dépendent plus du tempo général. Je vous montre comment faire. Vous allez dans les propriétés, ici, de l'item, Properties, Ignore Project Tempo, Use. Eh bien, la vitesse originale de l'item est de 86 BPM. Clique sur OK. Et donc maintenant, si je change le tempo de ma session, eh bien, mon item MIDI se comporte alors comme un item audio. Il garde la même vitesse, et ce, quelle que soit la vitesse de lecture choisie, enfin le tempo choisi dans ma session. Et si je redécoche cette case, eh bien, l'item reprend sa fonction traditionnelle. Alors je reviens au concept de la time base par piste. Eh bien, en effet, vous pourrez constater que vous avez la possibilité de choisir une time base propre à chaque piste. Donc malgré que dans les project settings, voilà, j'ai décidé que mes items audio s'asservissaient au time, donc à la durée et non au tempo musical, eh bien j'ai la liberté de choisir en fonction de la piste une time base différente. Alors je peux choisir time, ce qui ne ferait aucune différence par rapport à la time base de mon projet actuel, mais je peux choisir par exemple ici time base tick qui est l'équivalent de beat position length range, ou encore la time base beat que je vous expliquerai après. Donc la time base tick, voilà, je peux donc passer cette piste en time base tick, ce qui va impliquer que si je change mon tempo, eh bien uniquement cette piste va être asservie à mon changement de tempo. Je reviens en arrière. Si je mets maintenant toutes mes pistes ici en time base ticks, eh bien, si je change la tempo de mon projet, eh bien, vous voyez que, hormis mes pistes rouges qui ne sont pas sollicitées par ce bouton, eh bien, toutes mes pistes se sont asservies à mon nouveau tempo. Vous avez la possibilité donc de choisir ce comportement par piste. Vous avez un troisième comportement qui est le time base beat. Alors, comment expliquer celui-ci ? Eh bien, je vais pour ce faire couper mon item. Je vais le faire rapidement ici. J'ai donc scindé mon item ici à chaque coup de grosse caisse qui est, voilà, il y a un coup de grosse caisse qui est donné toutes les deux mesures. Et je vais mettre cette piste de kick. En fait, je vais mettre toutes les pistes ici, voilà, en time base tick. Que va-t-il se passer si je change de tempo ? Je vais le passer en 80 par exemple. Eh bien, on constate que donc mes pistes ont subi cet effet élastique pour être étirées et suivre le nouveau tempo. Or, ici, sur ma grosse caisse, qui n'était pas déjà très bien calée par rapport à la grille, mais soit, eh bien, on constate que l'opération s'est bien déroulée, mais on pourrait se poser la question de savoir s'il est vraiment nécessaire de faire subir un mode élastique à cette grosse caisse, vu que sa durée est relativement courte. Je vais revenir en arrière, et pour mieux expliquer le concept, je vais faire ceci. Voilà. En réalité, mon item audio n'a pas besoin de durer
plus que cette durée, et je pourrais même encore réduire cette durée un petit peu pour être plus explicite. Voilà, donc je pourrais en réalité me contenter de cette durée d'item. Donc, ma piste étant maintenant en time base, si je change comme ceci, je passe à 80 BPM, eh bien, vous voyez que mon item a subi ce concept d'élastique. Alors dans le cadre de données percussives comme ça, eh bien le fait qu'on étire, ici je suis resté dans des valeurs assez gentilles, mais si je descendais à 70 BPM, eh bien le fait qu'on étire comme ceci va abîmer légèrement le son au niveau des transitoires. Et donc c'est pas idéal d'étirer comme ça le signal sur des données percussives. C'est pourquoi vous avez cette troisième time base qui est la time base beat. Si je passe ces 3 pistes de batterie en time base beat et que je change mon tempo, que va-t-il se passer? Eh bien vous constatez que la position par rapport à la grille est restée identique, est restée classique. Donc leur position, je vais la mettre ici en 70, leur position est restée fidèle par rapport à la grille, mais ces items n'ont pas été étirés dans leur longueur, donc leur position est restée fidèle et a suivi son changement de tempo, mais l'item n'a pas subi d'élasticité. Donc ça veut dire que le contenu audio de mon élément percussif reste intact malgré ce changement de tempo. Derniers outils, ici, Mute Send, Mute Receive, Disable Master Parent. Eh bien c'est très simple, je vais vous faire une démo ici. Imaginons que j'ai une piste de reverb, voilà, qui contiendrait un plugin de reverb, que j'envoie mes différentes pistes, voilà, dans cette reverb, avec différents volumes. Voilà, imaginons que j'ai également un délai. Donc voilà, ma voix est envoyée et dans la reverb et dans le delay. Eh bien, grâce à ces boutons ici, Mute Send, je peux muter l'intégralité des sends, des envois auxiliaires d'une piste, ou les démuter. Et je peux également, avec ce bouton, muter l'intégralité des réceptions de la piste. Donc ici, si je sélectionne ma reverb et que je mute les récives, eh bien, tous les envois d'auxiliaires des pistes envoyant en auxiliaire vers cette piste de réception sont coupés et je peux donc les réactiver. Et nous avons également le Disable to Master, eh bien Master ou Parent. Donc si je ici supprime, j'appuie sur ce bouton, constatez que la piste alors n'alimente plus soit le master, soit son parent. Donc si c'était ici une piste de batterie, eh bien la batterie, le signal transitant dans cette piste n'alimenterait plus la piste mère donc du dossier, et donc par extension n'alimenterait plus le master. Donc ce genre de choses est pratique par exemple pour utiliser une piste qui sert uniquement d'induction de sidechain, ou alors une piste que vous voulez faire partir uniquement dans une sortie hardware pour des raisons de monitoring, etc. Enfin, voilà. Il peut y avoir plusieurs bonnes raisons de couper l'envoi au master ou à un parent. Dernière paire de boutons ici dans cette toolbar, eh bien mono to stéréo ou stéréo to mono. Et donc c'est simple, imaginons que voilà, avec ces deux pistes stéréo, je veux réaliser une seule piste mono, eh bien je clique sur ce bouton et vous voyez donc que j'ai maintenant une piste stéréo. Ici je peux, pour faire un complément, grouper éventuellement mes deux items, comme ça il reste complémentaire. Constatez que je n'ai pas créé de render supplémentaire, c'est tout simplement une décorrélation de chaque composante, une superposition pardon, de chaque fichier audio via le Free Item Positioning. Et donc un item a été panné à gauche, ici, voilà. L'autre item a été panné à droite. Et donc nous avons une résultante d'une piste stéréo. Et l'inverse, stéréo to mono, alors ça ne marche pas sur une piste que vous auriez déjà commutée de stéréo mono, sauf si bien sûr
vous utilisez la glue, et alors dans ce cas, vous générez un nouveau fichier stéréo en le gluant. Donc vous créez un nouveau fichier sur votre disque dur. Mais par contre, si vous avez un fichier stéréo original comme ici, une piste stéréo originale, eh bien la fonction stéréo to mono vous donne ceci. Donc vous vous retrouvez avec maintenant deux pistes, overhead left, overhead right, qui sont déjà préalablement pannées.